Bonsoir à tous. À la une de ce journal, les coulisses de la présentation des vœux au chef de l'État. Paul Biya a ignoré le ministre de l'Enseignement supérieur qui souhaitait s'exprimer avec lui le temps des vœux. Cette scène a suscité de vives réactions au sein de l'opinion nationale. Au-delà des soupçons de désaveu, cette présentation des vœux au chef de l'État apparaît au fil des ans comme un bal des courtisans dans un pays où les conseils de ministres sont rares et le chef de l'État peu accessible. Elle est désormais opérationnelle. La base logistique continentale de la force africaine en attente est opérationnelle. La base logistique continentale de la force africaine en attente, construite et équipée à Douala. Comment va fonctionner ce centre de stockage des armes et du matériel militaire destiné aux opérations de maintien et de sécurité de la paix en Afrique? Élément de réponse dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Après le Bidunkwa Challenge, voici le Femme Ndongo Challenge. C'est en raison de cette scène vécue lors de la présentation des vœux au président de la République. Le ministre de l'Enseignement supérieur a essuyé l'indifférence de Paul Biya alors qu'il souhaitait s'entretenir avec lui le temps des vœux. Cette scène qui se multiplie dans les coulisses de la présentation des vœux au chef de l'État. Certains soupçonnent un désaveu lié au scandale relatif à la gestion des avions des ordinateurs chinois distribués aux étudiants camerounais. Des précisions avec Éric Martial Ndiomo. Des ministres qui se plient en deux pour présenter leurs vœux au chef de l'État, d'autres qui débordent de révérence, question de marquer leur soumission au chef. C'est le spectacle qui est très souvent servi lors des cérémonies de présentation des vœux au président de la République. À côté de ces scènes théâtralement bien préparées, l'édition 2018 de la présentation des vœux aura été marquée par l'indifférence de Paul Biya devant la détermination de son ministre de l'Enseignement supérieur à lui glisser quelques mots. Un véritable moment de solitude pour Jacques Femme Ndongo, finalement harcelé par le protocole à libérer le plancher et surtout par la main tendue du président aux autres ministres. Un désaveu perçu par certains comme une humiliation par la main tendue du président aux autres ministres. Un désaveu perçu par certains comme une humiliation de grande envergure. Les spéculations ont alors pris de l'épaisseur au sein de l'opinion pour justifier l'indifférence présidentielle. L'hypothèse qui prospère le plus étant celle liée au flop et à la contre-publicité contre Coluche, les ordinateurs donc du président de la République aux étudiants. Les analystes croient savoir que c'est la raison pour laquelle Paul Biya n'a pas parlé dans son discours de fin d'année de ces ordinateurs d'une capacité de 32 gigas chacun qui valent en fait 500 gigas dans l'ancienne technologie selon son ministre. La scène d'humiliation au palais de l'Unité a depuis fait le tour de la toile. Après le Bidunkwa Challenge, c'est le Femme Ndongo Challenge qui fait désormais frémir sur les réseaux sociaux. Dans un pays où les conseils de ministres sont rares, la présentation des vœux au chef de l'État du Cameroun a pris les allures d'un bal de courtisans. Ministres, secrétaires d'État, dignitaires religieux, personnalités politiques profitent de cette occasion pour exprimer leurs préoccupations. Le temps des vœux à un président de la République peu disponible pour des audiences ordinaires, un rituel empreint d'anachronisme selon des observateurs avertis de la scène politique au Cameroun. Reportage d'Izogo. Après la déconvenue du professeur Jacques Femme Ndongo lors de la présentation des vœux au chef de l'État, le professeur Claude Abbé, sociopolitiste, décrit cette cérémonie certes comme un rituel républicain, mais davantage aussi comme un moment qui charrie bien des calculs des acteurs sociopolitiques. La cérémonie de présentation des vœux, il y a divers mobiles. C'est loin, sauf un rituel innocent. C'est un rituel républicain, mais dans lequel les divers acteurs y vont, chacun avec son agenda caché. En ce sens, l'analyste perçoit le professeur Jacques y vont, chacun avec son agenda caché. En ce sens, l'analyste perçoit le professeur Jacques Fame Ndongo
comme une victime du système opaque qui régit le Cameroun. Le pauvre ministre de l'enseignement supérieur est presque une victime d'un mode de fonctionnement de notre appareil. Les conseils de ministres et autres ont pratiquement pas lieu et ça fait que il est assez difficile de poser parfois un certain nombre de ces problèmes. Le sociologue voit en outre dans cette déconvenue du professeur Jacques Famon Ndongo une république de carnaval. C'est le sommet d'une république de carnaval. Une république de carnaval où, au fond, le gouvernant en chef est difficile d'accès et ses ministres et collaborateurs en sont réduits, malheureusement, à essayer de profiter du peu d'espace où ils peuvent être en contact avec lui éventuellement pour glisser un mot. Au fond, souligne finalement le professeur Claude Abbé, la formule actuelle de la présentation des vœux au chef de l'État dénote un certain anachronisme. Il y a comme une inversion des rôles. Dans la République, c'est plutôt le chef de l'État qui est le serviteur du peuple et non le peuple qui va vers lui. Les vœux devraient plutôt être présentés d'une autre manière, mais le Cameroun a choisi le modèle qui est le sien. Ça peut paraître anachronique auprès des uns et des autres, mais ça a un sens pour le régime en place. Un modus operandi qui visiblement satisfait le locataire d'Etoudi et les siens. Tous les sénateurs n'avaient pas le cœur aux réjouissances liées à la présentation des vœux au président du Sénat. Des parlementaires SDF sont plus préoccupés par la situation des Camerounais ayant fui le théâtre des violences dans la région. Préoccupés par la situation des Camerounais ayant fui le théâtre des violences dans la région du Sud-Ouest pour trouver refuge au Nigeria. Pendant ce temps, le président du Sénat, Nyat Marcel Difendi, s'est appesanti sur l'intégration de la Chambre haute du Parlement dans le bureau du Conseil économique et social du Cameroun. Des précisions avec Élisée Bogba et Marcelin Gansop. C'est à coup sûr la bonne nouvelle de ce début d'année. La mise à la disposition du Sénat d'une centaine de bureaux, 6 à l'immeuble siège du Conseil économique et social. La Chambre haute du Parlement va enfin disposer d'un cadre de travail approprié pour l'accomplissement de ses missions. Il faut espérer que plus tard, nous serons vraiment qu'un immeuble à nous. Mais c'est un bon cadeau pour nous. Le personnel administratif pourra travailler dans de bonnes conditions. Nous-mêmes, nos commissions pourront travailler, n'est-ce pas, dans de bonnes conditions. Ça veut dire on produira un travail, je pense, de meilleure qualité. Si les sénateurs du parti au pouvoir se réjouissent d'une telle avancée, ceux de l'opposition, et notamment du SDF, sont plus préoccupés par le climat délétère qui prévaut dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Je crois que 3 sessions, nous n'en avons pas débattu de la crise anglophone et que les enfants n'ont pas fréquenté et que les tribunaux ne fonctionnent pas et que pendant toute une année, le Parlement ne réagit pas. C'est une déception. Il faut que nous essayions de trouver des solutions concrètes et que nous puissions organiser un débat inclusif, nous asseoir autour d'une table, parce que quand on parle déjà des échéances électorales, je crois que ça ne peut pas aller dans le sens que pense le pouvoir, que les Camerounais s'asseyent tout autour d'une table pour projeter l'avenir du pays. À ce sujet, le SDF annonce une visite au Nigeria voisin dans les prochains jours, en guise de soutien et de réconfort aux populations déplacées. C'est près de 10 000 réfugiés camerounais qui sont aujourd'hui au Nigeria. Nous allons nous rendre au Nigeria. C'est près de 10 000 réfugiés camerounais qui sont aujourd'hui au Nigeria. Nous allons nous rendre au Nigeria pour visiter ces populations aujourd'hui meurtries. Et que le pouvoir a tout fait pour qu'ils abandonnent leur domicile pour aller de l'autre côté, dont la délégation du SDF sous la conduite de notre patron, notre président national, va s'y rendre d'ici quelques jours. De la situation qui prévaut dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, le président du Sénat en a abondamment parlé. Marcel Nyat Difendi a invité les uns et les autres à être des apôtres de la paix, en œuvrant à la consolidation de l'unité nationale et au renforcement de la volonté et de la pratique quotidienne du vivre ensemble. Le Cameroun est un et indivisible. Un seul fils que j'ai eu à épouser Mbamenda, une seule sœur épousant
un sud-ouest en 1970. Veuve aujourd'hui, elle est à Bouya. Restons à Yaoundé, où l'auteur des habillages sonores de la radio publique a été interpellé et placé en détention dans une cellule du parquet centre administratif de Yaoundé. Une dizaine de policiers ont sauté sur lui durant son sitting mené ce matin au ministère de la Communication à Yaoundé. Il réclame toujours le paiement de ses droits fixés à 50 millions de francs CFA. Je vous propose à présent d'écouter l'auteur des habillages sonores de la radio publique, Isidore Modjo, durant son sitting mené au ministère de la Communication. Aujourd'hui, le 5 janvier, j'ai repris ce mouvement avec en plus la grève de la faim. Ça veut dire j'arrête de m'alimenter à partir de depuis ce matin à 6 heures. Parce que c'est trop. Il est impensable. Parce qu'aujourd'hui, je suis prêt, comme on m'amène où on veut m'amener, qu'on me mette en prison parce que je réclame mes droits. Regardez vous-même. Est-ce que je menace la sécurité? Je suis prêt, comme on m'amène où on veut m'amener, qu'on me mette en prison parce que je réclame mes droits. Regardez vous-même. Est-ce que je menace la sécurité? Non. Je suis seul. Hein? Mais comment est-ce qu'on peut refuser? Mes œuvres ont été diffusées ce matin. Et ça a été diffusé encore hier, avant-hier, depuis plus de 23 ans. Le Premier ministre a donné instruction. Et jusqu'à maintenant, rien n'est fait. Je suis là, qu'on fasse de moi ce qu'on veut. Je suis prêt à tout. Je suis prêt à mourir pour mes droits. Je suis comme quelqu'un à qui qu'on a braqué. Quand on a braqué quelqu'un, il fuit, il suit le bandit. Moi, qui suis la victime, on m'en a fait sur moi. Je demande seulement mes droits. Et ces œuvres sont utilisées. C'est avec ça qu'on les a tous nommés. Que la force de l'ordre fasse, peut-être c'est leur travail. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Après 2 mois de garde à vue administrative à la prison centrale de Yaoundé, des acteurs du secteur informel dénoncent leur détention illégale et arbitraire. Ils avaient été interpellés durant des manifestations liées aux revendications du remboursement de près de 4 milliards de francs CFA, un montant présumé détourné dans le cadre d'un programme d'appui au secteur informel à Yaoundé. Élisée Bogba et Marcelin Gansop. Yimga Moussa et Théodore Eluna souffrent un bol d'air dans un des jardins de l'une des 7 collines de Yaoundé. Ils viennent de passer 47 jours dans des conditions difficiles à la prison principale de Yaoundé. Leur crime est d'avoir fait un sitting à la primature le 15 novembre 2017 pour revendiquer leurs droits. Et c'était aussi pacifique, sans casse ni violence. Mais pour finir, on se retrouve seulement que quand la police nous interpelle pour les mobiles de notre sitting avec le commissaire des renseignements généraux du Mfundi et le préfet, et ils savent comment ça s'est tissé. On est parti du commissariat du 1er arrondissement à la prison principale. Comme c'est tissé, on est parti du commissariat du 1er arrondissement à la prison principale, comme étant des malpropres, comme étant des Camerounais sans droit. Libérés dans la nuit du 2 janvier, les 2 camarades d'infortune n'ont pas vécu les dernières heures de 2017, encore moins les premières de l'année nouvelle. Qui plus est, Yimga Moussa traîne les complications d'une maladie qu'il aurait pu soigner entre-temps s'il n'était pas tombé dans le piège d'une garde à vue administrative qui a joué les prolongations sur instruction du préfet du Fundi. J'ai demandé, n'est-ce pas, au régisseur de dire au préfet qui a signé la garde à vue administrative qu'on me conduit sur mon médecin parce que nous sur une opération. Et ils ont refusé. Donc, en quelque sorte, c'était même presque la mort. Vous voyez, à l'heure actuelle, je suis en train de me battre pour voir comment faire pour trouver un peu de moyens pour qu'on puisse faire l'opération. Malgré leur incarcération, ces porte-paroles des acteurs du secteur informel n'entendent pas lâcher prise tant que les 4 milliards escroqués par le programme international de développement ne leur seront pas restitués. Je suis à ma 3e fois de faire la prison par rapport aux causes sociales et j'ai fait 21 fois les cellules, toujours pour ces causes-là. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais arrêter, c'est plutôt ils sont en train de me renforcer. Quand vous acceptez de mourir pour une cause juste, il faut aller jusqu'au bout. C'est un programme qui visait à financer les projets des opérateurs du secteur informel.
comme quoi, selon votre projet, vous devez déposer les 10%. Par exemple, vous avez un projet de 5 millions, vous déposez 500 000 francs qui représentent votre apport personnel. Nous sommes donc plus de 12 000 Camerounais à avoir déposé des apports personnels, des garanties de remboursement de ces crédits-là et autres pour ne rien bénéficier à la fin. Pour finir, on a compris que c'était juste une filouterie qui nous avait pris. Nous avons passé le temps à revendiquer cela parce que c'est l'État, c'est juste une filouterie qui nous avait pris. Nous avons passé le temps à revendiquer cela parce que c'est l'État qui reste le garant. À partir du moment où on laisse un programme fonctionner avec le drapeau français sur 48 antennes, le drapeau camerounais, les préfets remettent les chèques sans provision et gouverneurs, nous avons revendiqué cela. En fait, c'est 12 000 victimes sur plus de 4 milliards de francs CFA. Yimga Moussa et Théodore Elona essayent de récupérer quelques forces et de faire le plein d'énergie dans la perspective des prochains combats. Les énormes pertes subies à l'usine de fabrication de whisky et de vin rouge préoccupent le gouvernement camerounais. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique s'est déplacé pour Fermancam en vue de s'enquérir des pertes subies dans cette entreprise durant l'incendie survenu le 1er janvier 2018. Ernest Ngwaboubou a ensuite eu une séance de travail avec Samuel Foyou, président du conseil d'administration de Fermancam. Le ministre a également tenu à rassurer le personnel que leurs emplois ne souffrent d'aucun problème et que le gouvernement continuera à travailler avec Fermancam afin de permettre à cette entreprise de continuer à améliorer sa production industrielle pour permettre au Cameroun de pouvoir obtenir des devises et d'exporter ses produits sur le continent africain. Je vous propose à présent d'écouter Ernest Ngwaboubou, ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. J'ai échangé avec le PCA en privé. Je peux quand même vous transmettre ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que 850 emplois seront préservés. C'est pour le sinistre d'Achevini. C'est pour le sinistre d'Achevini qu'il va maintenant libérer le personnel. Non. Il va se battre pour préserver les 850 emplois. En ce qui concerne le gouvernement représenté ici par le ministère de l'Industrie, nous allons lui apporter tout le concours nécessaire. Pour les raisons que nous lui avons demandé de nous saisir pour voir dans quelle mesure les incitations dans le cadre de la loi de 2013, qui sont les incitations à l'investissement privé, pour lui être accordées pour voir comment il peut importer des équipements et non de la matière première. Parlons football à présent. La désignation du meilleur joueur africain et d'autres récompenses décernées par la CAF suscite la polémique au Cameroun. Les techniciens de football crient au scandale au regard des performances des différentes équipes nationales de football durant les compétitions sur le continent africain et des performances individuelles des Lions indomptables. Ces techniciens de football sont surpris du fait qu'aucun Lion indomptable ne figure dans la liste des joueurs récompensés par la CAF pour leurs performances durant l'année 2017. Farel Bounia et Étienne Pascal Azégué. La Confédération africaine de football a enfin livré sa liste des sportifs, clubs et nations qui ont marqué de façon indélébile l'année 2017 par leurs talents et performances. Dans ce registre de récompenses, le Cameroun, champion d'Afrique en 2017, s'en sort avec le moins de titres. Cette sorte de lèse de majesté est consommée avec amertume au Cameroun au vu des performances de l'équipe nationale, les Lions indomptables, en 2017. On devrait, vu le Cameroun, meilleure équipe. Performance de l'équipe nationale, les Lions indomptables, en 2017. On devrait, vu le Cameroun, meilleure équipe nationale. Vu la prestation en Coupe d'Afrique 2017, simplement parce que le Cameroun est arrivé en tête et a remporté le trophée.
en développant un collectif essentiellement huilé qui pouvait donner à voir que l'équipe avait des sous-basements d'une certaine prestation. On est un peu déçus parce que là c'est pour le collectif. Ces mêmes amateurs de football au Cameroun n'ont pas aussi avalé sans gémir le fait qu'aucun nom d'un footballeur camerounais ne figure parmi la liste du 11 type de 2017 rendu public par la CAF. Même pas celui du meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2017 qu'est Christian Bassogok. Toute chose qui serait comme un autodénigrement des compétitions organisées par la Confédération africaine de football elle-même. Le 11 type fait foi à la valeur individuelle répétée dans le haut niveau de la compétition pour donner à l'individu qui se bat à ce poste-là d'être représentatif. Malheureusement, ce n'est plus non plus le cas. Donc, il y a, à mon sens, une certaine incongruité continue de la part de la CAF. Finalement, la CAN elle-même dévalorise sa compétition et ça peut arriver ainsi à faire que les stars ne répondent plus présentes, n'est-ce pas, aux compétitions africaines parce que ça n'entrera pas dans les décomptes, n'est-ce pas, des awards de cette CAF. S'il y a une récompense qui a plus ou moins fait l'unanimité lors des awards de la CAF en 2017 au Cameroun, c'est le sacre de Mohamed Salah comme ballon d'or chez les hommes, mais aussi et surtout de Assissat Oshoala au titre de meilleure joueuse africaine en lieu et place de notre compatriote Aboudi Ongeni. L'année dernière, elle a été brillante, mais malheureusement, la Nigériane a été supérieure à elle en 2016. Mais en 2017, il n'y a pas eu une véritable compétition de football féminin, donc du coup, on est resté, n'est-ce pas, sur les gloires du passé. Et je pense que c'est ça qui a fait en sorte football féminin, donc du coup, on est resté, n'est-ce pas, sur les gloires du passé. Et je pense que c'est ça qui a fait en sorte que Oshoala ait un pas d'avance sur Aboudi Ongeni. La CAF a été un temps soit peu logique, même si camerounaisement, j'aurais voulu que ce soit Aboudi. Mais simplement, en comparant les deux prestations, Oshoala et Aboudi, effectivement, Oshoala a un cran au-dessus. Les CAF Awards 2017 semblent avoir ainsi laissé un arrière-goût d'amertume et même d'insatisfaction chez tous les Camerounais sur les critères de désignation dans les différentes catégories récompensées. Les premiers tests de sélection ont déjà commencé pour ces jeunes futurs pensionnaires de l'Académie nationale de football. Quels sont les critères de sélection? Quelles sont les appréhensions de ces jeunes footballeurs à Yaoundé? Élément de réponse avec Joël Essengé et Aïk Cyril. Sous le regard admiratif de Jean de Makoun, ancien lion indomptable, le pôle régional de l'ANAFOOT pour le centre procède à l'enregistrement et à la détection de jeunes talents. Je suis venu pour regarder cette initiative parce que c'est une très bonne initiative pour notre relève, parce qu'en ce moment on souffre beaucoup du football jeune, de la formation, et on n'arrive pas à avoir les championnats des jeunes en ce moment, ce qui a fait la force du football camerounais par le passé. Je pense que c'est une très bonne initiative d'avoir pensé à ça, et voilà, pour les enfants c'est très bien, et pour nous, pour le football camerounais. Près de 200 enfants ont été enregistrés dans la région du centre, aussi bien de jeunes garçons que de jeunes filles âgées entre 9 et 12 ans. Pour cette phase, le travail se fait par atelier. Là, nous sommes dans un travail par atelier où il y a tout simplement donc des appuis. Là, nous sommes dans un travail par atelier où il y a tout simplement donc des appuis que l'on travaille pour les jeunes. Et nous travaillons sur la conduite de balle, qui est l'un des éléments de base du football moderne. Pour les jeunes de cet âge, je crois que ce sont, comme on dit, des éléments qu'on travaille au niveau de l'éveil, mais qui se fortifient au niveau de l'initiation. Il va falloir regarder, scruter les enfants individuellement, pouvoir en tirer le meilleur d'eux pour que les meilleurs passent. Petite curiosité pendant la séance d'entraînement. La petite Amata, 9 ans d'âge. Son équipement est unique en son genre, mais elle rêve de devenir une star du football. Autre curiosité, le jeune Jock Astrid. À 10 ans, il rêve déjà grand. Allez, au petit trot, on rentre au petit trot. Au petit trot, vite.
Mais pour tous ces jeunes, le chemin est encore long. Vers le mois de février, il y aura un premier tri qui va se faire au niveau du pôle. Être retenu au pôle pour après maintenant aller challenger au niveau donc de la nationale pour entrer au centre de l'ANAFOOT. Donc vous comprenez donc qu'il y a une double évaluation et nous ne sommes que là au niveau de la première phase de préparation pour la première évaluation qui est celle du pôle. Le premier tri sera effectué entre le 1er et le 15 février 2018. Dans la région du centre, comme dans toutes les autres régions, 50 jeunes seront retenus, à savoir 25 garçons et 25 filles. En attendant le grand test du mois de juillet, on peut déjà admirer les détentes de jeunes gardiens de but en mer. Elle est désormais opérationnelle, la base logistique continentale de la force africaine en attente, construite et équipée logistique continentale de la force africaine en attente, construite et équipée à Douala. Ce centre de stockage du matériel militaire de l'Union africaine a été inauguré ce vendredi en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Innocent Abega, et Donald Brice Kamga vous expliquent les mécanismes de fonctionnement de cette base logistique destinée aux opérations de maintien de la paix sur le continent africain. Reportage. 10 hectares sur son site principal de la base aérienne 201 de Douala. La base logistique continentale de la force africaine en attente, ce sont une trentaine de bureaux, un bâtiment administratif, un pôle de sécurité, une salle de réunion, des entrepôts, un groupement des moyens opérationnels, un dispositif de vidéosurveillance, etc. Le centre permet un accès immédiat au matériel et équipement pour le déploiement le plus rapide possible de la force africaine annoncée. Le choix d'un emplacement à proximité de l'aéroport international de Douala et du port autonome est une option stratégique. Il s'agit de faciliter l'écoulement des moyens logistiques nécessaires. La base logistique continentale, dont l'équipement se poursuivra courant 2018, ambitionne également, précise le ministre camerounais de la Défense, d'assurer la formation technique du personnel militaire. Excellences, Mesdames et Messieurs, au nom du président de la République, je déclare inaugurer la base logistique continentale de la force africaine en attente de l'Union africaine. En présence d'une dizaine de diplomates africains en poste à Yaoundé, le Premier ministre coupe le ruban symbolique et dévoile la plaque commémorative du centre. Le continent africain, terrain fertile à l'insécurité et au conflit armé, a jusqu'ici subi la mission de paix internationale. Le continent marque ainsi un pas décisif vers la mise en place d'un outil indispensable à la promotion de sa stabilité. Un pas décisif vers la mise en place d'un outil indispensable à la promotion de sa stabilité, défend le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine, l'Algérien Smaïl Chegui. L'Union africaine souhaite un partenariat fréquent avec les communautés économiques régionales et mécanismes régionaux pour créer une articulation cohérente, une complémentarité et une relation de travail harmonieuse entre la base logistique continentale et les dépôts régionaux. Au-delà des missions de maintien de paix, la base logistique continentale de la force africaine en attente projette en plus d'assurer des actions de soutien humanitaire et lors des catastrophes naturelles. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision juste après cette édition du 20h, le plus grand rendez-vous de l'économie sur Equinox Télévision. Tendance économique à suivre juste après cette édition du 20h. Merci de rester sur cette même antenne.